Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second Salut is à toutes et à close, tous, but on it se goes to retrouve pour un Zarco! nouvel épisode de C'est qui en pôle, le numéro 125, avec moi ce soir. Stéphane, comment ça va ? Ça va, salut à tous. Bon, on va parler un petit peu donc du 15e Grand Prix de cette saison 2022 qui s'est couru à Aragon, en Espagne. Alors, on va commencer avec le gagnant du jeu Twitter, donc c'est Motard des bacs à sable qui a gagné. Au début, je croyais que c'était Alex Rins, mais non. Cette année, il se débrouille un peu mieux. Bon, les courses étaient un peu chiantes, on va dire. Enfin, c'était pas très vraiment mouvementé, mais il va y avoir quand même beaucoup de choses à dire. C'était 3 courses de Moto 2 en fait. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Alors, au niveau des news, en Moto 3, on a Honshu qui va quitter Tech 3 et donc il a passé un message sur les réseaux sociaux en remerciant son équipe actuelle, c'est-à-dire l'équipe Tech 3 et évidemment Hervé Poncharal. Donc c'était un message qui était plein de bons sentiments pour son équipe. Donc je trouve que c'est vraiment bien quand ça se passe comme ça et après il va rester dans le giron KTM, hein, ça c'est évident. Mais voilà, quand tu quittes ton équipe, surtout quand tu as plutôt des bons résultats, c'est cool. Et ce seront Olgado et Filippo Farioli qui vont porter les couleurs de l'équipe française en Moto 3 l'année prochaine. Maria Herrera était wildcard ce week-end au sein de l'équipe Angelus MTA Team, donc c'est une équipe 100% féminine au niveau du box. Et ouais. Lorenzo Felon roulera l'an prochain au CIP et Mazia chez Léopard. Est-ce que tu as Felon par contre, il est parti il va partir dans une nouvelle écurie, mais bon, le message était moins sympathique que celui d'Honshu quand même. Pour annoncer son départ. Oui. Ouais, ça s'est fait par presse interposée, donc voilà. Ouais. Au moins, ils lui ont pas touché ses leviers de frein, quoi. Non, moins gentleman déjà. En Moto 2, donc, Gabriele Rodrigo a annoncé sa fin de carrière, donc il était blessé. Il aurait dû être blessé jusqu'à la fin d'année. Mais du coup, il ne reviendra pas. Donc, voilà, fin de carrière assez jeune pilote, mais qui a quand même fait beaucoup de bacs. Et voilà, donc là le retour sera trop compliqué, donc il se fera pas. Je te laisse les news MotoGP. Allez, l'année prochaine donc on va assister à un petit changement de format sur les week-ends de course, puisqu'en fait le samedi va apparaître des courses sprint qui vont faire la moitié de la distance de la course du dimanche. Et donc du coup il y aura la moitié des points qui seront accordés pour les 9 premiers. Pas de modif de grille. Au niveau des stats, ça créera une entrée en plus, la course à 15h le samedi. Donc qu'est-ce qu'on a des officialisations? Donc Nakagami, il va rester chez LCR du coup. Augusto Fernandez, lui, est chez GasGas, donc Feu Tech 3. Ouais. Marini et Bezzecchi sont confirmés chez VR46. Bon, pour Marini, c'est pas vraiment une surprise puisque c'est le beau-frère de monsieur, le patron. Celui qui colle les étiquettes, quoi. C'est celui que les étiquettes, donc forcément. Et du coup, voilà, donc ça fait que la grille 2023 est pleine. Mir avait annoncé son retour pour le Grand Prix d'Aragon, mais finalement, non, il était trop juste, donc il a pas poursuivi son week-end et il n'ira pas non plus au Japon. Marquez, lui, a fait son grand retour, à la grande surprise générale, je trouve, puisque peut-être on en parlera plus tard, ouais. Mais lui qui était encore il y a deux mois le bras en charpie, voilà, il est remonté sur la moto. Il a fait en plus de la Marquez, quoi. Crutchlow, il va terminer la saison chez RNF. Et changement de stratégie chez Ducati. Donc l'année prochaine, la marque italienne va allouer 4 motos 2023 pour les officiels Pramac et 4 motos 2022 pour la VR46 et pour Gresini. Pilote extérieur au MotoGP, donc Rémi Garner, lui, roulera l'année prochaine en Mondial Superbike sur Yamaha au sein du GRT. Et sans dire de bêtises, il remplacera Gerloff qui lui part chez
BMW, on est d'accord. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Il remplacerait quoi, l'Averti, si je dis pas de bêtises. Ah, l'Averti, putain, il court encore. Oh là là. Je sais pas, chez BMW. Et Cluzel a annoncé, juste avant le Grand Prix de France, meeting, juste avant le meeting de Manicourt, du coup, qu'il arrêtait sa saison, sa carrière à la fin de la saison parce que, il s'est beaucoup blessé. Et alors, selon communiqué, c'était que, il voulait profiter de sa fille de façon valide, de pouvoir courir avec elle. Donc, compte tenu des nombreuses chutes qu'il a eues dans sa carrière, il met un terme à tout ça à la fin de la saison. Ouais, sur les transferts, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'étonnent en particulier? Moi, c'est Nakagami qui est reconfirmé chez LCR. Ouais. En fait. Vraiment. C'est à ça que je pensais. Voilà. La question était un peu orientée. Hein. Mais je crois que oui, je suis d'accord. Enfin, je crois que ça c'est pas que ça choque tout le monde, mais je comprends que les Japonais veulent toujours avoir des pilotes japonais, mais il y a un moment où trouve quelqu'un d'autre. Nakagami, t'as l'impression qu'il est là depuis 50 ans, et il a jamais rien fait, quoi. Alors après, il y a eu plein de justifications intéressantes. Alors moi, évidemment, ça m'a étonné aussi. Enfin, ça m'a pas choqué, mais ça m'a étonné. Justement, comme tu l'as dit, parce que ça manque nettement de performance sur la durée. Et il y a eu une réflexion qui était pas bête, hein. C'est-à-dire que, étant donné que Paul Espargaro se barre, Alex Marquez se barre aussi. Marc Marquez revient, il va faire la fin de saison, et etc., etc. Nakagami, c'était le seul pilote. Oui, qui connaît la moto et qui peut dire par rapport à l'année dernière, la moto elle est moins bien, mieux. Je suis d'accord. Mais moi, je suis pas convaincu. Je suis d'accord. Je pense que il a de la chance que tout le monde s'en aille, en fait, parce que je suis pas sûr que si tout le monde était resté, il serait resté lui. Après, ça reste le meilleur pilote Honda si on exclut Marquez au championnat du monde. Donc après, voilà, la compétition elle se joue à 30 points. Hein. C'est pas ouf. Hein. Mais mine de rien, ça c'est quand même très très étonnant. Après, a priori dans la balance, donc ce serait Ogura qui tiendrait la corde pour le remplacer. Et le pilote japonais aurait souhaité rester une année de plus en Moto 2, donc pour consolider les acquis. C'est pareil, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu... regarde, on a souvent critiqué Red Bull de faire monter trop vite des gars du Moto 2 vers le Moto GP. Donc là, on peut pas dire que c'est pas bien. Il dit, non, moi, je suis pas prêt. Je veux continuer une année de plus à m'aiguiser un peu à Moto 2 avant de monter à la grande catégorie. Là, c'est bien. Ouais, il y a une franchise. Il y a une. Oui, mais finalement, pour finir sur Nakagami, c'est vrai que peut-être que pour une fois, Honda, ils ont pas mis tous les œufs dans le même panier. Ils se sont dit que même si Marquez était à peu près valide, c'est vrai que garder un deuxième pilote maison, au cas où Marquez se reblesse, ça serait peut-être pas bête. Ouais. Bon, après, ils ont toujours Bradle, qui est pilote d'essai. Hein. Bon, voilà, quoi. Et après, pour finir sur les transferts, alors c'est plus un transfert, mais oui, c'est vrai que je sais pas ce que tu penses, toi, de l'arrêt de Jules Cluzel. Moi, ce que je pense, c'est que je trouve que c'est non. Est-ce qu'on peut dire un rendez-vous manqué avec le Mondial Superbike, quoi? Parce qu'il est toujours passé à ça de la victoire, à ça du titre. Ouais. Et à chaque fois, le pauvre, il a jamais eu de chance. C'est-à-dire qu'il aurait pu être titré, c'est quoi, c'est l'allemand qui avait un nom italien, Cortese. Ah oui, Sandro Cortese, ouais. Ouais, cette année, Cluzel aurait pu être champion. Et là, avec le GMT, l'aventure, je trouve l'histoire était belle, mais c'est pareil, je trouve qu'il a été tellement chat noir, le pauvre. Il y a plein, c'est une conjonction de chats noirs, donc il y a eu aussi 2 années où il y a eu des équipes un peu bancales, c'était avant que le GMT arrive. Il était chez Honda, il avait été, et après il était retourné dans une écurie à moitié indienne, en fait, et tu le voyais dans les box. Il était tout seul. Oui. Il y avait un mécano autour de lui qui touchait la moto, et c'était tout. Et tu disais, putain. Ouais. Et quand tu vas à côté les armadas d'ingénieurs, de machin, et lui, il était tout seul, il était tranquille. Mais il avait fait une belle saison. La fin de saison, c'est le GMT qui l'avait pas mal supporté aussi, quoi. Il lui filait un mécano sur les week-ends, c'était compliqué. Hein. Ouais. Mais tu vois, pour te dire, je pensais que Cluzel, il serait monté en 1000 avec le GMT l'année prochaine, tu vois. Je m'attendais à ça. Ouais, moi je sais pas.
franchement, je préfère pour lui le voir arrêter, on va dire de manière saine. En plus, on le verra plus tard, mais il a fait un beau week-end à Manicourt parce que franchement, c'est un pilote qui a pas de chance, qui a joué. Clairement. Voilà, il a vraiment du talent, mais il a tellement pas de chance. Et c'est Mais ça reste une carrière très 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 belle en Superbike. Enfin, il aurait quand même fini vice-champion du monde. Faut dire, c'est pas rien. Quoi. Non, il a pas mal de départs, il a des beaux faits d'armes en course. Il manque un titre, mais voilà, on peut pas tout avoir non plus. Non, voilà. Bon, enfin, ça aurait été une belle carrière et voilà. Mais bon, dommage quand même qu'il avait quand même le niveau pour être largement titré en super sport. Ouais. Garner en Superbike, t'en penses quoi? Moi je trouve que alors là c'est personnel, je trouve que je suis pas pilote, mais en tout cas quand tu vois les courses, je suis désolé, en ce moment le Superbike c'est 10 000 fois mieux que le MotoGP pour plein de raisons. Ça se bagarre, ça se bagarre, tu vois, et je trouve que c'est super beau à voir et c'est accessible, c'est quand même plus l'esprit moto que ce qu'on peut voir en MotoGP et encore ce week-end en Moto3, je pense que t'en parleras. Ouais. Et voilà, moi je trouve que Superbike c'est bien et si tu peux pas être en MotoGP, tu rebondis en Superbike et tu peux faire de belles carrières. Regarde, je pense que Jonathan Rea pourrait vraiment dire il ira en MotoGP. Bautista, je pense qu'il s'éclate en Superbike. Les deux se sont bien éclatés ce week-end. Les deux s'éclatent bien dans tous les sens du terme, mais je pense qu'il y a plein de pilotes, même Loris Baz. Et je pense qu'il s'éclate bien avec sa BM aussi. Tu vois, je trouve que t'as l'impression. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est quand même un super championnat qui commence à être très relevé parce que t'as quand même beaucoup de pilotes de MotoGP qui vont dans ce championnat. Donc c'est bien pour lui. Moi, je trouve que si t'as pas de bon guidon en MotoGP, va en Superbike. Regarde, il va avoir une Yamaha. Il fera des top 10. Il s'amusera. Ouais, c'est toujours mieux que d'être en chasse-patate en GP, je sais pas. Après, on verra. Ou retourner en BSB ou faire 2-3 courses d'endurance, c'est sympa, mais au moment, voilà. C'est pas du sprint, quoi. Ouais, mais on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Après, faut qu'il s'adapte. Faut qu'il s'adapte, quoi. On verra comment ça va se goupiller. On va passer à ce week-end de course à Aragon. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Moto3 et en Q1, ce sont Tatai, Munoz, Rossi, Furusato qui passent en Q2. Et en Q2, c'est Guevara qui va prendre la pole devant Sasaki et Olgado. Suzuki 4, McPhee 5 et Foggia 6. Le fait important de cette session, ce sont deux mécaniciens de l'équipe, Steril Garda, Husqvarna, Max Biaggi, puisque comment dire, ceux qui font des conneries, il faut les citer aussi. Même si, mais ils font partie de cette équipe-là. On va citer tout ce petit monde, parce que même s'ils se désolidarisent, ce sont quand même eux qui font rentrer le loup dans la bergerie. Donc, voilà. Donc, nos deux abrutis sont allés empêcher Adrian Fernandez de l'équipe Tech 3 de sortir de la pit lane en allant le faire chier, en allant jusqu'à tirer son levier de frein. Donc ça, on en reparlera en discussion post-course. Et Félon part 24e. Alors, la course, Guevara part bien, Félon va chuter dans le premier virage. Devant, on a Sasaki et Olgado qui s'accrochent tant bien que mal derrière Guevara. Donc, les trois vont s'échapper, comptant 4 secondes d'avance sur le reste du plateau, mené par Honshu, McPhee et Suzuki. McPhee va décrocher un petit peu. Munoz, Mazia et Morera vont animer aussi la tête de ce groupe, donc qui joue la 4e place. Garcia et Foggia sont en queue de peloton, eux, donc pour jouer le titre, ça va être compliqué. Adrian Fernandez va sortir large alors qu'il est à la lutte avec Munoz, qui sera pénalisé d'un long lap. Devant, Olgado décroche du duo de tête, mais avec 9 secondes d'avance à 3 tours de l'arrivée, ça va suffire. Et Guevara accélère dans les derniers tours pour assurer la victoire. Donc ça bastonne dans le deuxième groupe. Le dernier secteur est assez cool, mais ça suffit pas pour rendre cette course intéressante au final. Et on a donc Guevara qui s'impose devant Sasaki et Olgado. Honshu 4, encore Adrian Fernandez 5 et Ortola 6. Au championnat, donc on a Guevara en tête avec 229 points, Garcia 196, Foggia 171, donc les deux ont loupé leur rendez-vous.
Et en discussion post-course, on va parler des mécanos aux mains baladeuses. Donc, voilà. Bon, je te laisse parler parce que moi, non, vas-y, commence. Moi, après, je passerai à la deuxième couche. Bon, je vais pas être insultant parce que, mais je trouve que ces gars, mais quelle honte ils renvoient du sport, de leur équipe, de tout, quoi. C'est inadmissible de voir ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même que les gens, je sais pas s'ils ont vu les images, il y a quand même 2 mécanos qui se mettent devant la moto, qui touchent la moto pour l'empêcher de partir, et t'en as un des deux qui appuie sur la poignée de frein pour être sûr que le pilote, il partira vraiment pas, quoi. Et mais je trouve c'est merdique. T'as pas à faire ça. Alors. Tout ça pour qu'ils ne prennent pas la roue de Sasaki. Mais oui, mais en même temps, Sasaki, il est sur la piste, et à un moment, il va freiner, et puis dire à l'autre, tu passes devant, moi, je te donne pas ma roue. Voilà. Ouais. Et alors après, soit on lit vraiment le message de Max Biaggi, on dit oui, Biaggi, ce qu'il a écrit, c'est très beau. Voilà, il va faire le ménage dans son team. Ou soit c'est lui qui a dit à ses mécanos, bon allez-y, puis de toute façon je ferai un message et puis je vous couvre. C'est Max Biaggi quand même. Ouais, mais bon, je pense pas que Biaggi soit à ce point-là, quoi. Non. Mais on sait que c'est quand même pas un enfant de cœur non plus. C'est pas un enfant de cœur, mais c'est pas pour autant qu'il faut taper sur tous les membres de son team. Surtout que Sasaki a l'air plutôt d'être un pilote respectueux, dans le sens où il a allé s'excuser auprès de Tech 3. Moi vas-y. Ouais, moi les mecs, personnellement, si vraiment c'est de leur propre chef et ce qu'ils ont montré je suis Biaggi. Ce qui monte de mon team, c'est ça, mais les mecs, bien sûr. Vous me rendez vos badges, vous partez, moi je vous vire de suite. Exactement. Et des mécanos, il y en a plein. Des gens qui veulent faire mécano en Moto 3. Ouais. Mais c'est là-dessus où je voulais en venir, puisqu'on n'a pas parlé encore des sanctions. Donc le team a pris 2000 € d'amende, et les 2 pilotes ont été exclus donc pour les deux courses. Donc en plus pas pour le Japon, donc pour la Malaisie et pour l'Australie. Donc moi je ne comprends absolument pas qu'il n'ait pas été giclé sur le champ, comme tu dis, vous rendez vos badges, barrez-vous, parce que y a un point de règlement qui est très clair, hein, c'est-à-dire que les gens qui sont en pit lane, on limite le nombre d'accès pit lane justement pour ça. Alors en fonction des catégories, il y a un nombre de mécanos autorisés à travailler sur les bécanes, et le point de règlement il est clair, c'est qu'ils doivent être là uniquement pour travailler sur les bécanes. Et donc là, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est clairement en dehors de ça, et donc 2000 € d'amende et suspension de 2 courses, c'est totalement disproportionné. Pour un team comme ça, 2000 €, c'est rien, quoi. C'est même pas le budget pour le petit déj. Ils n'ont rien à faire avec 2000 €, quoi. Et exactement. Et les mecs le disent. Et en vrai, c'est dégueulasse pour Sasaki, mais en vrai, si tu veux vraiment dire au team, toi, tes gars, ils ont vraiment déconné, c'est que tu dis là, les pilotes, ils restent au box. J'annule tout le week-end, vous restez dans c'est ça votre sanction. Alors les pilotes, ils y sont pour rien, mais si tu veux vraiment taper, tu vois, sur la table, tu dis les gars, vous avez merdé. Ben voilà, votre pilote là, il reste dans le box, il courra pas. Moi, si tu veux, j'irai pas jusqu'à obliger les pilotes à boxer, mais rien qu'en virant sur le champ les 2 mécanos, ça c'est assez, on va dire, pénalisant pour l'équipe. Mais oui, mais entre nous. On suit tous le Moto 3. Mais tu sais que quand tu pars 15e, tu peux gagner une course. Est-ce que tu crois que le mec, parce qu'il aurait pris la roue ou quoi, que tu pars 3, 6, 7, mais ça change rien, si du Moto 3, ça joue dans le dernier virage. Ils le font tous. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Et puis même, les mecs, ils prennent la roue, mais encore une fois, c'est pas parce que tu vas partir 10e que tu gagneras pas la course. Et les mecs, qui partent premiers, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner la course. Ouais. Donc, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Ouais, alors, ça nous a beaucoup quand même animé notre groupe de discussion. Ça a pas mal aussi animé le Discord. Et voilà, il y avait cet aspect-là. Ils ont peut-être déjà les passeports pour aller au Japon, les billets d'avion, etc., etc. Et je suis désolé, mais on n'est pas là pour faire des sentiments, quoi. Il y a un règlement à faire respecter. Tout le monde doit respecter les règles du jeu. Il y a des comportements antisportifs qui doivent pas avoir lieu. C'est complètement, c'est une image du sport complètement dégueulasse. Et puis surtout, c'est pas l'esprit de la moto. Enfin, je suis désolé. C'est pas l'esprit motard. Oui.
l'esprit motard, c'est tu tires la bourre, mais c'est l'entraide, il y a autre chose derrière que là, c'est merdique, quoi, ce qu'ils ont fait. Et de toute façon, même si les pilotes, ils sont tout seuls sur la moto, mine de rien, ils font partie d'une équipe. Donc, quand quelqu'un dans une équipe chie dans la colle, c'est clairement ce qu'ils ont fait, ça pénalise l'équipe entière. Comme quand t'as un joueur dans n'importe quel sport co qui est expulsé, ça pénalise l'équipe. Et fallait y réfléchir avant. Tant pis. Là, c'est niveau Ligue des Champions, hein. C'est pas niveau MotoGP, hein, les gars. Oui. Football, hein. Non, je déconne, mais non, mais c'est tellement naze. Mais même Biaggi, il aurait dû dire, moi, les mecs, je les ai mis à pied. Bah oui. En fait, qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Je vais prendre des sanctions, mais c'est quoi les sanctions que tu vas prendre? De toute façon, ça va être ça. Ça va être au final, ça va être de la mise à pied. Je pense que. Mais on sait pas. Il a fait un très beau communiqué de presse. Il a pas communiqué, mais ça peut pas être autre chose. J'aimerais voir. J'aimerais que, tu vois, que les médias, Canal et tout, ils nous montrent dans les prochaines courses ces mecs-là, ils seront dans les box. On verra. Hein. De toute façon, moi, ce qui va le plus gêner, c'est ça, c'est que le samedi, donc tu vois les images. Après, t'as la sanction qui est annoncée. Mais le dimanche, les gars, ils étaient en bord de piste, quoi. Donc, quand tu sais que t'as des gens comme ça qui sont en pit lane, franchement, c'est pas la peine, quoi. Mais c'est quand même la honte, hein. Moi j'aurais honte à leur place. Déjà, je me cacherais. C'est compliqué, quoi. C'était moche, quoi. Ouais, c'est. Les mecs, ils ont pas d'ego. Pas d'ego, je sais pas. Si t'as pas d'ego. Et puis tu les vois, ils repartent tout penaud, ce style-là, non. Et puis t'as un troisième mécano qui vient s'approcher du mécano Step 3, si je dis pas de bêtises. Mais limite, qu'est-ce que tu veux, quoi? Ouais. T'as fait attention à ça? Ouais, oui. Mais limite, il vient les embrouiller encore, le gars de Tech 3, t'as vas dire, mais non, mais tu rentres dans ton box, là, tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? C'est incompréhensible, Il a de la chance parce que ça aurait été Max Biaggi sur la moto, je pense qu'il aurait mis un gros coup de casque. Moi, je pense que il y en a beaucoup qui auraient mis des coups de casque. D'accord, il y en a beaucoup qui auraient mis des coups de casque. Je pense que ça aurait été assez... Ouais, mais je suis d'accord que c'était vraiment l'image du week-end, mais toutes les courses confondues, c'était ça quand même. Ouais, malheureusement. Après, le pire, c'est qu'a priori, ça s'est poursuivi le samedi soir. Ah oui, alors là, j'ai pas suivi. A priori, donc les deux gars, ils ont été battus. Ouais, ça s'est battu avec les frères Fernandez et les parents. Ça s'est fini avec des lèvres ouvertes. Et donc la police espagnole qui vient prendre des dépositions le dimanche matin sur le paddock. Franchement, là, au bout d'un moment, la Dorna, moi je veux bien que ça les amuse, hein, mais au bout d'un moment, faut arrêter de jouer au con et c'est pas Chicago, quoi. Après, je peux comprendre que Fernandez ait eu envie de les taper quand même. Un peu quand même. Je peux comprendre que t'es un peu énervé, quoi. Moi je voudrais bien qu'on m'explique comment. Oui, c'est sûr que je comprends qu'ils ont envie de se taper, quoi. Mais mais bon, putain, c'est pas possible, quoi. Les gens, ils savent qu'il y a des journalistes qui sont là, que tout ce qui va se passer, ça va se savoir. Filmé, tout est amplifié. Ouais, faut se tenir, les gars, faut se tenir. Putain. A priori, ça sait pas se tenir. Non, c'est clair. Bon, du coup, ça a même éclipsé la course, tu vois, qui était pas très belle. Ouais, la course était chiante. Et Guevara a quand même fait une course magique, hein, puisqu'il est parti premier, personne ne l'a rattrapé, il colle 9 secondes à tout le monde. Ouais. Voilà. Ouais, Guevara, il fait une course, sans faute, quoi. Week-end sans faute. Ouais. Donc, il s'assoit un petit peu plus en tête. Donc, c'est parce qu'en plus, Garcia et Foggia, ils ont loupé leur GP. 13e et 14e, donc ça consolide. Garcia était pas mal, il se loupe et tout le monde lui passe devant, il a jamais réussi à recoller après le groupe de poursuivants et c'était fini. Ouais, ça a été une course très 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 bizarre pour du Moto 3. Mais après c'est... En fait, il y avait les 3 premiers, puis derrière à 9 secondes, il y avait le gros paquet qui a fait du Moto 3 pour le coup. Mais sinon, c'est rare, c'est très rare de voir quelqu'un qui gagne avec autant d'avance. Ouais, en Moto 3, c'est assez inédit, ouais. Ça, c'est inédit. Ça arrive, on avait déjà commenté une l'année dernière, mais vous avez fini avec 4 ou 5 secondes d'avance. Mais... On passe au Moto 2 ?
Allez, Moto 2, donc en Q1, c'est Bobir, Ogura, Zakone et Vietti qui passent en Q2. Augusto Fernandez en pôle devant Arenas, Dixon. Et en deuxième ligne, on retrouve Alonso Lopez, Aaron Canet et Pedro Acosta. Donc, grosse chute en début de course pour Alonso Lopez. Et dans la foulée, ça panique pas mal derrière. Et Schroeter va aussi chuter. 5-6 pilotes vont finir hors trage. Arenas chute également dans les premiers tours. Alcoba et Gonzalez l'accompagnent. Fernandez s'échappe très facilement devant. Dixon, Canet, Acosta et Arbolino sont dans le coup dans le premier tiers de course. Dixon va décrocher. Et le duo Canet-Acosta va remonter sur la tête, laissant Arbolino en chasse-patate quelques tours avant qu'il ne réussisse à recoller. On a Acosta et Fernandez qui vont s'échapper. Alors ce dernier va pas vraiment avoir la partie facile et il va pas réussir à tenir le rythme. Kubo et Ada vont chuter un petit peu plus tard dans la course. Dixon chute lui dans le dernier tour. C'est dommage parce qu'il avait des gros points à porter. Et Acosta s'impose devant Canet et Fernandez. Ogura 4, Arbolino 5, Aldeguer 6. Au général, on a Fernandez en tête avec 214 points devant Ogura avec 207 et Canet à 177 points. Vietti, toujours quatrième avec 162 points. Très très grosse course d'Acosta. Il a été très costaud sur toute la course. Bienvenue Ouais. Il a été pas trop mal tout le week-end et puis là il est bien revenu de sa blessure. Il se replace. Il se replace au général, c'est facile à dire, mais ouais, c'est un gros coup qui vient de taper quoi, parce que ça fait quand même depuis son retour qui est après la trêve où il est assez performant. Donc c'est chouette quoi. Puis en plus d'être un gros coup, je trouve que tu vois là, lui en tant que pilote, là il marque des points. S'il continue comme ça et si la saison prochaine, il confirme, c'est sûr que les portes du MotoGP risquent de s'ouvrir très vite. Ouais, mais c'est KTM qui va le faire signer, donc. L'année prochaine. C'est con ça. 2023. Pour 2023, il risque de signer pour 2024. Ouais, je sais pas. J'espère qu'il va bien négocier son contrat et qu'il a un bon agent parce que sinon ça va être la mort. Ah mais bon, lui il est quand même KTM depuis qu'il est en Moto 3. Ouais, il est né KTM, je crois. Je pense donc du coup, je pense pas, il peut pas faire autre chose que de dire non. Ça dépend, Ça dépend, tout se discute. C'est vrai, mais si KTM lui propose et que si personne d'autre lui propose de contrat, je pense qu'il y aura d'autres propositions. Je pense aussi. On verra bien. Les Autrichiens risquent d'aligner le chèque. Mais à mon avis, il est pas obligé de le signer, il devrait pas le signer. Non, mais je suis d'accord, il y a des contrats foireux. Ouais. Et ouais, je voulais aussi parler de Canet, parce que deuxième, moi je trouvais que c'était super cool. Il fait une saison assez, elle est pas ultra performante, mais elle est quand même très très solide. Troisième au général. Ogura aussi fait une belle saison globale, toujours pas très loin. Bref, c'est des pilotes qui tournent bien quoi. Après, je suis déçu pour Dixon parce qu'il a fait une belle course. Il y avait moyen de marquer des points et de se placer un peu mieux au général, mais ça le fait pas. Donc c'est dommage pour lui quoi. C'est un peu con. Ouais. On passe au MotoGP. Allez, MotoGP, c'est parti. Alors, vont passer par la Q1 Aleix Espargaro et Johan Zarco. En Q2, c'est Bagnaia qui va réaliser la pole devant Miller et Bastianini. Johan Zarco est 5e, Fabio Quartararo 6e. Alors, on va connaître un début de course très mouvementé, alors que Francesco Bagnaia va réaliser le all shot. Derrière, c'est un peu la foire d'empoigne. En effet, Marc Marquez, qui partait de la 13e place, va être top 6 dès le premier virage, il va faire un départ canon. Mais Marquez, il va s'immiscer dans la course au titre, malgré lui, puisqu'en fait, en sortant large dans un virage à la moitié du premier tour, il va s'écarter un peu trop et du coup, ça va surprendre Fabio Quartararo qui va l'arponner. Du coup, Quartararo chutera très lourdement. Marc Marquez, qui a un élément de Quartararo qui bloque sa roue,
va bouger sa moto et quelques mètres plus tard va malencontreusement mettre 2 coups d'épaule à Nakagami qui lui aussi va tomber et qui aura course terminée donc. Marc Marquez également va abandonner sur problème mécanique. Derrière le classement, le classement sera le suivant. Après les premiers tours de course, Bagnaia, Miller, Binder, Bastianini, Aleix Espargaro. Au fur et à mesure des tours, on se rend compte qu'en piste, deux pilotes sont clairement au-dessus du lot, c'est Bagnaia et Bastianini. Bastianini va doubler Binder et Miller, dont Miller d'ailleurs va faire un très mauvais choix de pneus puisqu'il va chuter dans le classement. Et Bastianini va ramarrer Bagnaia. Et aux alentours de la mi-course, Bastianini va rompre un peu le pacte de non-agression qui avait réclamé par Gigi Dall'Igna, puisqu'il va attaquer Bagnaia pour le gain de la première place. Sans succès, puisque le pilote officiel va repasser devant le pilote Gresini quelques mètres plus tard. Et il faudra attendre le dernier tour de course, pour voir Bastianini réattaquer Bagnaia. Cette fois-ci avec un peu plus de chance, puisque il réalise cette manœuvre avec brio. Il double donc le pilote Ducati officiel pour se retrouver aux commandes de la course. Et Bagnaia, qui lui va être intelligent sur le coup, ne va pas lutter pour récupérer la première place et laisser filer la victoire à Bastianini. Donc du coup, Bagnaia va finir deuxième. Aleix Espargaro réussira à se défaire dans le dernier tour de course de Binder pour monter sur la 3e place du podium. Au championnat, donc, Fabio Quartararo est toujours leader avec 211 points. Le problème, c'est que Bagnaia revient à 10 longueurs du pilote français. Espargaro est 3e avec 17 points de retard sur Fabio. Bastianini est 4e avec 48 points de retard. Et Zarco 6e. Lui possède 133 points. Donc bon, je vous laisse faire le calcul. Ouais. Le retard par rapport à Quartararo. Et ce qu'il faut noter, c'est que Ducati donc devient champion du monde constructeur. C'est ça. Voilà, grâce à ses 15 motos en plus. Ouais, t'es gonflé, il n'y en a pas 15, il y en a 8. Ouais, je sais. Bon, donc du coup, je te laisse la main. Donc tu vois, le retour de Marquez, voilà, de suite, il veut se battre pour le titre. Hein. Non, pas pour le titre. Non, c'est... Moi, ce qui m'a plu, c'est quand même tout le week-end, on l'a vu on l'a vu pas décrocher. Donc, plutôt bien. Après, ce qui se passe en course... Moi, c'est un fait de course. Enfin, il sort un peu fort, et puis Fabio, derrière, il le harponne. Hein. C'est exactement ça, ça virgule. Enfin, lui, il virgule. Donc, forcément, quand tu virgules, tu perds un peu de... tu perds un peu de vitesse, et vu que Quartararo, il est pleine balle et qu'il n'a pas le temps de réagir, bien il va le taper. Ouais. Donc c'est clairement fait de course. Après les deux chutes, donc que ce soit celle du Quartararo ou celle de Nakagami, elles sont hyper impressionnantes dans le sens où Rins fait une manœuvre pour éviter Quartararo. Alléluia quoi. Et Nakagami, il se fait, il évite 3 ou 4 pilotes. Mais les 3-4, il freine juste avant de le taper. Hein. Il a vraiment de la chance. Ouais, il y a énormément de chance. Mais pour la deuxième chute, bon, quand même Marquez, il sort un peu les épaules. Hein. Autant la première, c'est un vrai fait de course, que le deuxième, il bouge beaucoup là après dans le paquet. Enfin voilà. Après, on voit que il a le garde-boue de Quartararo qui est bloqué dans sa roue arrière. C'est ça. Mais dans ces cas-là, je sais pas. C'est dur à dire, mais moi c'est ça qui m'embête, c'est que après pour avoir traîné un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont fait leur religion, donc qui sont qui sont vent debout ou au contraire qui défendent. Moi j'ai énormément de mal à me faire un point de vue. Dans le sens où effectivement sa moto elle est endommagée, donc il va bien être obligé de faire quelque chose. Le problème c'est que de toute façon il a beau être la poignée dans le coin,
avec des pièces dans son au niveau de la partie motrice arrière, bah de toute façon les autres ils vont forcément lui et puis voilà, et puis il se retourne pour voir ce qui se passe, qui est un réflexe qui est pas le bon pour le coup, c'est pas le bon. C'est-à-dire que si tu et le problème c'est que dans la situation où il était, je vois pas il y avait de toute façon pas de bonne solution, c'est-à-dire ce qu'il a fait c'était pas bien. Une autre solution, c'était de lever le bras et de couper. C'était pas bien non plus parce qu'il y en a 4 qui allaient se l'emplafonner. C'est ça. Le seul moyen, c'était effectivement de se mettre dans la bulle et de continuer à pousser comme un fou et de trouver un échappatoire au prochain virage. C'est des situations de piste qui sont très compliquées à gérer, qu'on s'appelle Marc Marquez ou qu'on soit en roulage à Carole. Je pense qu'en roulage à Carole, j'en ai jamais fait, mais voilà. Enfin, je pense que dans ce cas-là, à la vitesse où ça va, à la vitesse où vont les autres, quoi qu'ils fassent, ça part en cacahuète. Et oui, je suis d'accord. Oui, c'est clair. Et donc c'est pour et là, effectivement, la mauvaise attitude, c'est de se retourner pour voir ce qui se passe dans sa roue arrière. Donc clairement, c'est pas une bonne attitude. Mais je ne vois pas ce qu'il pouvait. Enfin, quoi qu'il fasse d'autre, ça partait en cacahuète pour les mecs qui étaient derrière. Pour ça que je pense qu'il faut pas être très très véhément parce que sur le coup c'est dur de dire c'est sa faute ou pas sa faute. Bah au final au final c'est sa faute puisque c'est lui qui conduit, mais il y en a beaucoup qui demandaient des sanctions. C'est très très compliqué de sanctionner ce qui se passe là quoi. Parce que sinon moi j'ai énormément de mal à savoir ce que tu veux sanctionner quoi. Et effectivement c'est pas bien de regarder sa partie arrière, mais ouais, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont un point de vue très très arrêté sur ce qui s'est passé. Ouais, non mais je suis d'accord, on en parlera après, il y a eu d'autres manœuvres d'autres pilotes qui ont été plus moins défendable que celle de Marquez quoi. Ouais, vas-y, lesquels? Bah pour le Superbike. Pour ça. Ah ouais, mais ça c'est on en parlera après ça, mais voilà, c'est le chapitre suivant. Mais voilà. Non, pour le coup après peut-être que s'il avait eu plus de courses dans les pattes, peut-être qu'il aurait eu une réaction différente. Peut-être tu peux mettre des hypothèses dans tous les sens, mais le fait est que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est le tout début de course, ils sont en paquet. C'est incroyable. Mais peut-être que le fait aussi qu'il ait pas roulé depuis longtemps, il a peut-être quand même oublié quelques réflexes. Ouais. Ça, peut-être que dans ces cas-là, je suis d'accord. Après, pour parler de réflexes, j'ai parlé de Rins au tout début, mais c'est en gros tous les pilotes qui sont derrière. Quand ils ont d'une part à réagir face à l'accrochage avec Quartararo et après le deuxième accrochage avec Nakagami, que les deux pilotes s'en sortent avec des blessures superficielles, c'est quand même assez remarquable de la part de tous ceux qui ont réussi à se mettre soit d'un côté ou de l'autre quoi. C'est ça. Mais alors du coup, moi là j'aimerais rebondir sur. On en parle à chaque fois, mais là tu te dis Marquez, il a pas joué en faveur. Il a pas joué avec Fabio là pour le coup, puisque Fabio il perd quand même 25 points. Hein. Et quand tu dis que le prochain Grand Prix c'est au Japon et que le Japon c'est un circuit où il faut avoir du moteur et que Quartaro il a pas de moteur, il va perdre encore des points. Et j'ai un peu la rage après Yamaha parce que du coup moi je pense que Fabio là si ça continue comme ça il perd son titre mais juste à cause de sa bécane et pas à cause de son pilotage parce qu'il est propre depuis le début de l'année et juste que là il perd des points quoi. Et il pourra pas les récupérer. Non mais il se passe ce qu'on avait un petit peu l'échange qu'on avait eu en début de saison avec toute l'équipe. C'est que tout le monde avait peur d'une écrasante domination de Bagnaia, donc le début de saison a été un petit peu plus, on va dire, parsemé de chutes ou de problèmes mécaniques ou d'incidents de course qu'on fait que il est parti de loin.
Mais là, on assiste à exactement le même type de fin de saison de l'année dernière, en partant plus tôt et en partant de moins loin. Donc forcément, c'est plus compliqué pour Quartararo, quoi. Parce que le problème de Quartararo, c'est que lui, il est tout seul. Mais je te rejoins tout à fait. Bagnaia, ok, là, comment ça s'appelle? Bastianini lui pique quelques points, mais Dalinia, s'il dit, écoute, toi, le prochain Grand Prix, t'as pas intérêt de devant ma moto rouge, sinon je casse ton contrat. Parce qu'il nous faut des points, c'est possible, et parce qu'il a des lieutenants derrière Bagnaia. Quartararo, il est tout seul. Ouais, mais... Ah bah oui, il est tout seul. Après, si tu veux, moi j'ai de mon point de vue, ce qui s'est passé à Aragon, je trouve que c'est sain parce que Bastianini joue sa carte. C'est-à-dire que c'est très bien. Ça, c'est la course. C'est la course. Il aurait très bien pu rester sagement derrière Bagnaia. On aurait tous gueulé et dire ouais machin bidule. Là, de toute façon, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que les Ducati, voilà, t'en as toujours 3 ou 4 par GP qui sont devant, et maintenant voilà, Bagnaia il est dans tous les bons coups. Et oui, Bastianini il aurait pu dire bon voilà, je reste 2 et puis je suis bien 2, et puis dire à la fin j'ai tout tenté mais voilà, Pecco était trop fort aujourd'hui. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il a joué sa carte, il a gagné la course. Après Bagnaia moi, je pense que de toute façon, déjà, quand il avait perdu, quand il avait chuté en bagarre avec Bastianini, je pense que ça lui a servi de leçon. Maintenant, quand t'as quelqu'un qui te passe, c'est qu'il va plus vite que toi. Donc voilà. Non, mais là, il fallait surtout pas qu'il aille le chercher. Quartararo est par terre. Espargaro, il est derrière. Oui. Et il y avait 20 points. T'en fous, même super 8 points, tu t'en tapes, tu les laisses partir, ceux-là. Et exactement. Et puis voilà, enfin le danger il était pas là. Donc non. Mais ce que je veux dire c'est que le problème c'est que tu vois, le problème de Yamaha c'est qu'ils ont personne. Et Ducati, ils ont il y a Bagnaia, il y a Bastianini qui va piquer des points à Yamaha. Sur une course, tu peux avoir Martin, tu peux avoir Zarco. Donc tu vois, t'as quand même 4 pilotes Ducati qui potentiellement peuvent être devant la Yamaha, quoi. Ouais, Miller en plus. Miller est un petit peu, Miller est un peu moins régulier, mais sur les bons jours, c'est pareil. Il peut largement aller. Que Yamaha, Quartararo est tout seul. Il a pas de coéquipier, il a personne. Donc personne piquera de points aux autres. Donc voilà, c'est. Puis encore moins l'an prochain. C'est qui se crache dans les mains, quoi. Et encore moins l'an prochain. Parce que t'auras que 2 motos. Et puis en plus la deuxième elle sera pour Morbidelli. Alors. Ça va être chaud. Non mais oui, voilà. Enfin bon, là à la fin du championnat, de toute façon tant que c'est pas fini. Mais oui, tout le monde peut chuter, peut se passer plein de trucs. Mais à la régulière, là ça va être compliqué. Moi, j'aurais pris le nom des 2 gars là, les 2 Italiens là qui étaient chez Max Biaggi. Ça peut servir. Ouais, c'est clair. Ils étaient en bleu en plus. Ouais, voilà. Prémonitoire. Tu leur dis, écoute, là tu vas là-bas, tu mets du sucre dans le réservoir. Dans le réservoir. Ah là là. Non, on est con. Non, mais t'as raison. De toute façon, là, tant que c'est pas fini, c'est pas perdu. Mais de toute façon, Bagnaia, il est sur une dynamique de taré, quoi. C'est ça. Parce que là, il tombe plus sous la pression. Ah là. Puis là maintenant, il a plus. Enfin, après, il reste 5 courses. T'as 10 points de retard. Là, il n'y a plus de pression à avoir. Ah non. Quand tu sais que l'autre il a une bouse, oui. Enfin, il a une bouse, voilà, ça va, quoi. Faut juste assurer. Pac-Man qui va le croquer tout cru. Hein. Après, je te rejoins dans le sens où Quartararo, il fait quand même chaque week-end. Il fait pas des week-ends parfaits, mais tu sens vraiment qu'il se bat avec sa moto. Et il peut pas faire plus. Ce qu'il fait, c'est le max, je crois. Le max qu'il peut tirer. Parce que l'accrochage avec Marquez, le seul moyen de l'éviter, c'est d'être qualifié un petit peu plus devant, de faire un meilleur départ. Il part 6e, en même temps, c'est pas pourri. Hein. C'est pas foufou, mais il peut pas faire plus. Et effectivement, il tire le meilleur parti de son matos. Il est très costaud et voilà. Après, la moto, elle est après, comme ça. Si Marquez revient, est-ce qu'il va un peu emmerder Bagnaia, le pousser un petit peu, pas le pousser dans ses retranchements, je parle. Pas le pousser à la Nakagami, mais sinon après, je vois pas comment
comment Quartaro peut passer devant, ou peut rester devant. Ouais, ça on verra. Après, tu sais, il peut se passer plein de choses. Hein. C'est vrai. Il peut se passer, il peut se passer plein de choses. Il reste 5 courses. Un typhon, un coup de vent là au Japon. Et ouais. Alors on parle pas parce que là, a priori, c'est même pas a priori, ils ont déjà revu le planning. On en a pas parlé. Non, mais on peut en parler là, hein, parce que de toute façon, voilà. Mais en fait, j'avais pas fait attention, mais la connerie Ken de la Dorna, c'est tu finis la course en Aragon le dimanche et le vendredi tu es au Japon. Bah oui. Dans les dernières, ils sont pas dit tiens, les avions qui sont restés bloqués, on n'a pas pu aller en Argentine. Ils sont pas dit que sur une semaine ça pouvait être compliqué même pas une semaine, sur 4 jours de rapatrier tout le matériel quoi. Bah a priori surtout non. Quand c'est que le Japon c'est la période des typhons, enfin je sais pas, des fois a priori non, ils ont pas réfléchi à ça. Non. Bah moi je sais pas, c'est pareil, les mecs ils managent un championnat du monde de moto. Ah non mais ils sont incapables de penser à ça, enfin je veux dire, ils apprennent pas de leurs erreurs quoi. Non, là le but c'est de remplir le calendrier de l'année prochaine. C'est pas le but de tirer les leçons du passé. D'une, tu fais pas Europe, Japon sur 4 jours, et 2, le Japon, il faut arrêter d'y aller à cette période-là. Il pleut tout le temps, tu l'as vu. Moi je regarde un peu la Formule 1. Toujours, la fin d'année c'est le Japon, et souvent t'as des grands prix, c'est des grands prix sous safety car parce qu'il pleut tellement que les mecs ils peuvent pas rouler. C'est cool les grands prix sous safety car. Ouais, c'est pareil. Bref, c'est débile. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, la tournée outre-mer, c'est à cette époque-là, hein, donc. Ah, je sais. Mais tu laisses 2 semaines entre l'Europe et le. Ah oui, bah ça, oui, ça, c'est évident. Ah, déjà parce qu'il faut penser aux gens qui débriefent les courses, quoi. Bordel, merde. On a plus le temps. Faut penser aux mécanos qui appuient sur le frein et puis après ils se retrouvent 2 jours après au Japon. Enfin, tu peux. Enfin, on va arrêter les conneries, on va revenir à la course. Binder et Espargaro à l'èche, hein, parce que l'autre, on va éviter d'en parler. 2 très très belles courses. L'autre, il a évité Nakagami, du coup. Ouais, pour Binder et Espargaro, c'est de belles courses, quoi. Espargaro va prendre la 3 sur les derniers tours, mais Binder, bien qualifié, dans le rythme dès le début et bien calé, quoi. Oui, j'y croyais pas, je pensais qu'il allait un peu se désunir au fur et à mesure du GP, mais non, il est resté 3e tout le temps. Ouais. Et il se fait juste passer par Espargaro qui lui aussi a été un peu intelligent, c'est-à-dire il a pris sa roue, il a laissé piloter, et puis hop, il a attaqué quand il fallait. Il a sauvegardé un petit peu ses pneus, et puis au bout d'un moment, bim. C'est ça. Allez. Il a dit c'est rien de se bagarrer trop tôt, de toute façon. Ouais. Mais c'est bien pour du coup pour les KTM, est-ce que voilà, c'est pareil. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce qu'ils ont un peu revu certaines choses sur le Rubicon? Bon, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, Binder, quand même, il fait une saison quand même assez régulière et bien entre les 4 et 6, quoi. Je pense que il manque un petit coup d'éclat pour vraiment sortir la tête de l'eau, quoi, on va dire. Pour lui, hein, parce que pour les autres, c'est toujours la merde. Mais quoique Oliveira fait pas un GP pourri. Mais bon, voilà, il est un petit peu au-dessus du package, quoi, des pilotes KTM. Donc ça va être intéressant de voir l'année prochaine comment ça va se passer, quoi. Carrément. Après, je voulais parler du retour de Crutchlow, surtout 14e meilleur Yamaha, donc devant Morbidelli. Et c'est ce que je notais, pas d'un cheveu, hein, parce qu'il lui colle quand même 10 secondes sur la course. Donc là, à mon avis, quand tu commences à perdre 10 secondes face à un mec qui est en retraite depuis 2 ans, qui est en équipe satellite, où l'équipe satellite va lâcher le constructeur en fin de saison. Je trouve que Morbidelli, il est en train de creuser et va trouver du pétrole bientôt. C'est bon, désolé Pierre, mais c'est un peu comme Dovizioso, des fois il faut savoir arrêter, quoi. Non mais en fait, courir pour courir, vraiment, quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, clairement, il bouffe de l'essence. Alors, il a fini quoi? Vice-champion devant Fabio en 2020, l'année du Covid. Alors, quand même, le mec s'est battu presque pour être champion du monde, et là, il se bat pour pas être dernier, quoi. Enfin, Ah ouais. Mais il y a des énigmes, comme ça. Faut m'expliquer. Il y a des énigmes. Alors là, Là, c'est une énigme, voilà, je sais pas. Parce que je sais pas qui c'est qui peut m'expliquer, mais moi, je comprends plus. Parce que ça veut quand même dire qu'il avait le niveau, il y a 2 ans. Et là, là, il est nulle part. Alors si c'est comme, voilà. Donc si c'est pour faire ça, au moment, faut dire, non, je raccroche le cuir et je fais
je raccroche le cuir, quoi. Ouais, c'est un petit peu un week-end compliqué pour lui, comme d'hab. Ouais. On passe à Manicourt au Superbike. Allez, c'est parti. Donc le week-end dernier, donc c'est couru la manche française de Mondial Superbike. Donc en 600, donc comme on a parlé, donc c'était comme on a parlé en introduction, donc on a assisté à la dernière course de Jules Cluzel. Voilà, puisque le pilote GMT a annoncé son départ à la fin de la saison. Départ à la retraite. En course 1, donc Baldassari l'emporte devant Van Stralen et Egartner. De Bise, qui partait 15e, raccroche la 7e place devant Cluzel, qui finit 10, et Verdoya finira 19. En course 2, victoire pour Egartner devant Cluzel, qui est monté sur le podium devant son public. Et Boulega finit 3e. De Bise fait une très belle course, puisque lui partait 15e et finit 4e, et Verdoya finira 13e, et donc Verdoya, à chaque fois, il s'est lancé de la 9e place, il a jamais réussi à faire mieux que la position à laquelle il s'était lancé. En général, Egartner est toujours leader, avec 286 points devant Baldassari qui compte 19 points de retard sur le pilote suisse. En 1000, la course 1 donc a vu la victoire de Bautista devant Redding et Bassani. Bautista va profiter de la chute de Ray dans les premiers tours de course, donc Ray sera out, et de la sortie de piste de Toprak, qui vont réussira à remonter sur sa moto et finir à la 11e place. En course 2, on va avoir une action qui va beaucoup faire parler, qui a beaucoup fait parler, puisqu'en fait, on a quand même vu un Jonathan Ray, moi je trouvais alors peut-être comme il était en deuil à cause du décès de sa reine, mais il a peut-être pas l'esprit à piloter, mais je l'ai trouvé très agressif, trop agressif, et pas le Jonathan Ray qu'on connaissait après le tueur, quoi. Alors la course 2, on a vu une course 2 qui a beaucoup fait parler, puisqu'en fait on a vu un Jonathan Ray qui tout le week-end a été, à mon avis, très très fébrile et très agressif, voire trop agressif, puisque au virage du Château d'Eau, le pilote Kawasaki va empêcher Bautista de tourner, et alors quand je dis empêcher, c'est qu'il va lui mettre un gros coup d'épaule. Et du coup, le pilote Ducati, lui, va tomber, donc course out. Et le pilote nord-irlandais, lui, ne prendra qu'un long lap, même si à Manicourt, le long lap, ça te fait perdre entre 4 et 5 secondes. Mais en tout cas, Bautista perdra, lui, les potentiels 25 points d'une victoire. Donc la course 2, en course 2, c'est Toprak qui va s'imposer devant Rinaldi, et Bassani qui finit encore une fois 3e. Au général, Bautista reste leader avec 302 points, soit 30 points d'avance sur Toprak, qui lui réalise quand même un bon coup ce week-end à Manicourt, puisqu'il se rapproche de Bautista, et du coup il passe à la seconde place au classement général. Et Ray qui lui recule d'une place, puisqu'il est 3e au général avec 47 points de retard sur Bautista. Est-ce que tu as vu cette action? Alors ceux qui ne l'ont pas vu doivent la voir, parce que pour se faire leur allez avis sur YouTube et mettez Bautista et Manicourt, et là c'est bingo, quoi. Ouais, j'ai vu l'action. Vas-y. Tu comprends qu'il veut quand même, entre parenthèses, aller vraiment loin dans le virage pour que Bautista tourne pas. Mais l'autre, le pilote Ducati, va quand même se jeter pour prendre le virage, parce que sinon il part tout droit, malheureusement, parce qu'il y a le bac à gravier, et du coup, les deux se touchent, et Ray redresse un petit peu la moto, donc ce qui fait quand même qu'on a quand même la grosse impression du coup d'épaule. Et voilà. Et donc du coup, pour ça, Jonathan Ray ne prendra qu'un long lap, alors que d'autres personnes qui ont été trop, comme tu vois par Fabio Quartararo, qui a été un peu trop généreux en dépassant Aleix Espargaro, lui prendra 5 places de pénalité. Non, il a pris un long lap aussi. Oui, mais il a pris aussi 5 places le tour la fois d'après. Ah non, il a pris que un long lap. Ici, il a pris une... Ah oui, c'était un long lap la fois d'après. C'est un long lap à Silverstone. Donc, je te dis une grosse connerie, donc en fait, les sanctions sont les mêmes. Non, parce que en fait... là, si, il a pris un long lap sur la course en cours, Réa. C'est mieux. Ah bah oui. Parce que c'est sur la course en cours qu'il faut, si tu peux sanctionner les gens. Alors, compte tenu de l'action, moi, j'aurais mis plus que ça. Hein.
Mais bon, ouais, je pense que là, pour le coup, il était un peu fautif. Hein. Il a été un peu trop là. Aussi même que le début de l'année, je trouve que son pilotage, enfin, je trouve que j'aime mieux son pilotage cette année, parce qu'il est vraiment très agressif, mais de la bonne façon. Enfin, on retrouve le mec, tu vois, qui va se bagarrer, qui va rien lâcher, quitte à tomber. Mais là, je trouve qu'il a un peu débranché le cerveau là sur le coup. Ah mais là. Et je trouve que c'est la première fois qu'on le voit faire ça, puisqu'il est quand même, il est pas autant sportif d'habitude. Ouais, je pense que t'as mis le mot, t'as mis le mot correct. Enfin, là, le contact, il est anti-sportif. Après, tu peux expliquer comme tu veux tout ce que tu veux en interview à qui tu veux. Moi, je trouve que ce qui se passe là, et quand tu donnes un long lap pour ça, je pense que c'est trop léger, quoi. C'est trop léger. Elle aurait dû prendre 5 places sur la grille pour la fois d'après. Hein. Non, ça sert à rien, c'est de la merde. Enfin, non, mais les places, places sur la grille, c'est de la merde, ça sert à rien. En Superbike, c'est quand même dur de remonter, c'est pas du Moto 3. En Superbike, c'est pareil. Un mec comme Réa, il va partir 7 au lieu de 2, ou c'est pareil. Ouais, mais quand il a pris son long lap, il a eu du mal à revenir. Ouais, mais c'est pas assez. Enfin, il a quand même sorti un pilote dans les graviers, quoi. Clairement, après, il a beau dire ce qu'il veut, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y va pour taper, quoi. Après, oui, je suis d'accord. Tu peux discuter, mais vu ce qui se passe, bon, après, tu peux discuter sur le fait que ce soit intentionnel ou pas, mais le long lap, il est trop. Il est mérité. Il est pas assez sévère. Il faut plus. C'est soit tu lui en donnes 2. C'est-à-dire 2. Mais le problème, c'est que de toute façon, en Manicourt, ou tu lui files un ride through. Mais là, où tu le sors. Mais c'est pareil dans ces cas-là. Même si tu mets un ride through ou un long lap sur Manicourt, de toute façon, Bautista était out. Ouais. Il y a 0 point. Il y avait que Toprak, donc tu vois. T'avantages même pas le pilote qui a été percuté. Oui. C'est qu'il aurait fallu lui mettre du coup pour la prochaine une pénalité pour la prochaine fois quand il y aura Bautista. Moi, ça a été ma première réaction, ça a été de dire le week-end suivant, tu viens, mais tu cours pas les courses classiques, tu courras que la course sprint, c'est-à-dire que tu lui mets 2 courses de pénalité, mais pas les courses avec des gros points. Enfin, pas et sur les courses où t'as beaucoup de points à jouer. C'est-à-dire que le mec, c'est très putain. Mais vu ce qui s'est passé, moi je l'aurais joué comme ça. Hein. Je lui aurais dit, écoute, t'as joué au con. Le week-end prochain, tu viens et puis tu fais que la course sprint, quoi. Puis tu verras, ça te passera l'envie de faire des conneries. Mais bon, tout le monde dit que je suis un peu trop sévère. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas trop réalisable ce genre de pénalité. Tu fais ce que tu veux. Non, tu fais des choses qui sont à peu près connues, c'est soit des long laps, soit des drive-through, soit tu recules de 5 ou 10 places sur la grille, ou tu pars du box, mais... Ouais, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Ouais, mais tu le bannis une course. Et voilà, quoi. Mais parce que voilà, il a fait chuter un pilote en course, le copain, il a marqué 0 points, donc la prochaine course, tu cours pas, quoi. Ou tu lui colles un drapeau noir direct. Oui, il aurait dû sinon avoir un drapeau noir, il finissait pas la course. C'était une solution aussi, quoi. Comme ça, il marquait 0, parce que finalement, il finit quand même 5e. Hein. Ah ouais. Enfin, même si c'est loin du podium, c'est-à-dire qu'il perd quand même des points. Ouais, mais c'est cadeau. Mais bon, il s'en sort pas mal quand même. 5e, quand tu fais ça dans une course, c'est cadeau. Franchement. Mais le problème, c'est que du coup, il a laissé quand même des points à Toprak, et lui, maintenant, il est second à 30 points. Ouais, mais bon. Et 30 points, quand tu vois que les mecs, ils peuvent se gaufrer. Ça va vite. Enfin, ça reste quand même ouvert, là, je trouve, pour le coup, le mondial. Ah oui, là, ça reste, oui, comme tu dis, ça reste ouvert. Hein. Après. Parce que tu vois que les 3, ils se font aucun cadeau. Hein. On l'a bien vu, ouais. On l'a bien vu, là. On l'a bien vu. Il y a aucun cadeau. Des bonnes boules puantes, hein, quand même. Bon, on a fait le tour. On vous parlera dans le prochain épisode de l'endurance, hein, puisque c'était la dernière course c'était le Bol d'Or. J'ai pas eu le temps de préparer le débrief, donc on en parlera la semaine prochaine. Ça sera plus simple, et puis on reparlera un petit peu de l'endurance comme ça. Bon,
Sur ce, Stéphane, merci beaucoup. Merci Cyril, j'espère que on verra plus nos petits amis en bord de piste aller jouer avec les leviers des autres. Hein. Ouais, si tu les verras la semaine prochaine, ça c'est... À la fois. Bon. Stéphane, ciao. À plus. Ciao. Ciao tout le monde. Après ça fait trop. Quand c'est trop, c'est tropico, hein. Trop de moto, tue la moto.